Je ne vous crois pas, dit Jude, et il se releva. C'est le corps de l'État, dit Václav, si doucement que sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. C'est la forme de nos vies. Il y eut un long silence. Des petits nuages passèrent au-dessus de la route, leur masse s'effilochant en silence dans l'air. C'était un miracle, dit-il. On aurait cru qu'il se rendait compte pour la première fois de l'énormité de ce fait. C'était un miracle. C'était assez, oui, c'était bien assez. Sa bouche se ferma une fois ces paroles prononcées, et il mourut. Mike ressentit cette mort de façon plus aiguë qu'il n'avait ressenti les milliers de morts qu'ils avaient fuis, ou plutôt, cette mort-ci était la clé qui ouvrait la porte du désespoir qui était le sien. Que cet homme ait choisi de leur raconter un mensonge fantastique à l'article de la mort, ou que son histoire ait un fond de vérité, Mike se sentait inutile face à tout cela. Son imagination était trop étriquée pour pouvoir embrasser cette idée. Son cerveau était douloureux, rien que d'y penser, et sa compassion s'effondrait sous le poids de la misère qu'il ressentait. Ils restèrent immobiles sur la route, tandis que les nuages continuaient de dériver, leurs ombres vagues et grises les caressant avant de se diriger vers les collines énigmatiques. Le crépuscule tombait. Prépolac n'avait plus la force d'avancer. Elle sentait l'épuisement, tarauder chacun de ses muscles. Ça et là, dans son anatomie de titan, des morts étaient survenus. Mais la cité ne ressentait aucune peine pour ses cellules mortes. Si les morts se trouvaient à l'intérieur de son corps, on laissait les cadavres pendre à leur harnais. S'ils formaient la peau de la cité, on les dégageait de leur position pour les laisser choir dans la forêt. Le géant n'avait aucune pitié. Il n'avait pas d'autre ambition que celle de continuer jusqu'à la fin. Lorsque le soleil plongea hors de vue, Prépolac se reposa, s'asseyant sur une petite colline, laissant reposer sa tête énorme dans ses mains énormes. Les étoiles apparaissaient avec leur prudence familière. La nuit approchait. Elle viendrait panser les blessures du jour, aveugler les yeux qui en avaient trop vu. Prépolac se dressa de nouveau sur ses pieds et se mit à marcher, pas après pas, tonitruant. Il ne s'écoulerait sûrement guère de temps avant que la fatigue ne le terrasse, avant qu'il ne s'étende dans le tombeau de quelque vallée perdue pour y périr. Mais pour un temps, il devait encore marcher, chaque pas plus lent et plus pénible que le précédent, tandis que la nuit laissait choir sur sa tête son manteau de ténèbres. Mike voulait enterrer le voleur de voiture quelque part à la lisière de la forêt. Jude, cependant, lui fit remarquer qu'enterrer un cadavre pourrait paraître suspect de leur part pour des gens non prévenus. Et de plus, n'était-il pas absurde de se soucier du sort d'un corps quand il y en avait littéralement des milliers qui gisaient à quelques kilomètres de là? Le corps fut donc laissé là, à côté de la voiture qui continuait de s'enfoncer dans le fossé. Ils se remirent à marcher. Il faisait un peu plus froid à chaque instant, et ils étaient affamés. Mais les quelques maisons devant lesquelles ils passèrent étaient désertées, fermées et barricadées, jusqu'à la dernière. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» dit Mike, alors qu'il se trouvait à contempler une nouvelle porte close. « Oh, il parlait par métaphore. Toutes ces histoires de géants ?» « Ce n'était que de la propagande trotskiste, » insista Jude. « Je ne crois pas. Si, j'en suis sûr. C'était ses dernières paroles. Il avait probablement répété ce discours depuis plusieurs années. »« Je ne crois pas, » répéta Mike, et il se mit en marche vers la route. « Oh, et pourquoi donc ?» dit Jude dans son dos. Il ne répétait pas la propagande du parti. « Est-ce que tu veux dire qu'à ton avis, il y a un géant qui se balade dans les environs ? Pour l'amour de Dieu !» Mike se tourna vers Jude. Son visage était difficile à distinguer dans le crépuscule, mais sa voix était posée et convaincue. « Oui, je crois qu'il disait la vérité. C'est absurde. C'est ridicule, non !» Jude détesta Mike à ce moment-là. Il détesta sa naïveté, sa tendance à croire passionnément n'importe quel bobard, pourvu qu'il ait une once de romantisme. Et ça, c'était le pire, le plus ridicule. « Non !» répéta-t-il. « Non, non, non !» Le ciel était lisse comme de la porcelaine, et la silhouette des collines aussi noire que la nuit. « Je me les gèle !» dit la voix de Mike dans l'air d'encre. « Est-ce que tu restes ici, ou est-ce que tu continues avec moi ?»« On ne va rien trouver par là !» cria Jude. « Eh bien, on est trop loin pour faire demi-tour. On va seulement s'enfoncer dans les collines. Fais ce que tu veux, moi je continue. » Le bruit de ses pas s'éloigna. Les ténèbres l'enveloppèrent. Une minute plus tard, Jude le suivit. La nuit était amère et sans nuages. Ils marchaient, le col de leur veste relevé pour les protéger du froid, les pieds gonflés dans leurs souliers. Au-dessus d'eux,
le ciel tout entier était devenu une parade d'étoiles, un triomphe de lumière répandue, dans lequel l'œil pouvait percevoir autant de formes qu'il aurait la patience d'en dessiner. Après quelque temps, ils passèrent leurs bras fatigués autour de leur taille, à la recherche de quelque réconfort ou de quelque chaleur. Vers 23 heures, ils virent la lueur d'une fenêtre au loin. La femme qui les accueillit sur le seuil de la petite maison de pierre ne leur sourit pas, mais elle vit dans quel état ils se trouvaient et les laissa entrer. Il paraissait totalement inutile de tenter d'expliquer ce qu'ils avaient vu à cette femme ou à son époux invalide. La maison n'avait pas le téléphone, et il n'y avait aucune trace de véhicule, si bien que même s'ils avaient trouvé une façon de s'exprimer, il n'y aurait rien eu à faire. Grâce à des mimiques et à des grimaces, ils expliquèrent qu'ils étaient affamés et épuisés. Ils tentèrent également d'expliquer qu'ils étaient perdus, se maudissant d'avoir laissé leur lexique dans la Volkswagen. Elle ne sembla pas comprendre grand-chose de ce qu'ils lui dirent, mais elle les fit asseoir devant une cheminée flambante et mit un plat à réchauffer sur le poêle. Ils dévorèrent une soupe aux pois épaisse et sans sel, ainsi que quelques œufs, et lancèrent de temps en temps un sourire à la femme en signe de gratitude. Son mari restait assis devant le feu, sans se donner la peine de dire un mot ou de regarder les deux visiteurs. La nourriture était fort bonne, elle leur remonta le moral. Ils dormiraient jusqu'au matin, avant de reprendre leur longue route. À l'aube, les cadavres auraient commencé à être quantifiés, identifiés, emballés et renvoyés à leurs familles. L'air serait plein de bruits rassurants qui couvriraient les gémissements qui résonnaient toujours à leurs oreilles. Il y aurait des hélicoptères, des camions emplis d'hommes pour organiser les opérations de nettoyage, tous les rites et les accessoires d'une catastrophe civilisée. Et avec le temps, tout deviendrait supportable. Cela ferait partie de leur histoire. Une tragédie, bien sûr, mais une tragédie qu'ils pourraient expliquer, classifier, et avec laquelle ils pourraient apprendre à vivre. Tout irait bien, oui, tout irait bien le matin venu. Le sommeil dû à l'épuisement s'abattit soudain sur eux. Ils restèrent là où ils s'étaient effondrés, toujours assis à la table, la tête reposant sur leurs bras croisés. Une nature morte de bols vides et de morceaux de pain les entourait. Ils ne savaient rien, ne rêvaient à rien, ne ressentaient rien. Puis, le tonnerre retentit. Dans la terre, dans les profondeurs de la terre, un bruit cadencé, comme produit par un titan qui, peu à peu, se faisait plus proche. La femme réveilla son époux. Elle souffla sur la lampe et alla jusqu'à la porte. Le ciel nocturne était brillant d'étoiles, les collines noires de toutes parts. Le tonnerre résonnait toujours, 30 secondes s'écoulaient entre chaque boum, mais ceci était plus proche maintenant et plus fort à chaque pas. Ils restèrent côte à côte sur le seuil, mari et femme, et écoutèrent les collines enténébrées résonner de l'écho de ce bruit titanesque. Il n'y avait aucun éclair pour accompagner ce tonnerre, rien que le boum, boum, boum. Il faisait trembler le sol, il faisait tomber la poussière du linteau et frémir les montants des fenêtres. Boum, boum. Il ne savait pas ce qui s'approchait, mais quelle que soit sa forme et quelles que soient ses intentions, il ne semblait guère sensé de s'enfuir à son approche. Là où ils se trouvaient, sous l'abri pitoyable de leur maison, ils étaient aussi en sécurité que dans le giron de la forêt. Comment auraient-ils pu choisir, entre une centaine de milliers d'arbres, celui qui serait toujours debout après le passage du tonnerre? Mieux valait attendre et guetter. Les yeux de la femme n'étaient plus très bons et elle douta de ce qu'elle vit lorsque la masse obscure des collines changea de forme et se dressa pour occulter les étoiles. Mais son mari l'avait vue, lui aussi, cette tête énorme, au-delà de toute imagination, paraissant plus vaste dans les ténèbres trompeuses et qui augmentait encore l'altitude, dominant les collines de son ambition. Il tomba à genoux, bafouillant une prière, sa jambe déformée par l'arthrite se tordant sous lui. Son épouse hurla. Aucune des paroles qu'elle aurait pu prononcer n'aurait été capable de faire reculer ce monstre. Aucune prière, aucune supplique n'avait de pouvoir sur lui. Dans la maison, Mike s'éveilla et son bras tendu, secoué par une crampe soudaine, fit tomber l'assiette et la lampe de la table. Elles se fracassèrent. Jude s'éveilla. Dehors, les cris avaient cessé. La femme avait disparu du seuil et se précipitait vers la forêt. Un arbre, n'importe quel arbre, valait mieux que cette vision. Son mari laissait toujours un chapelet de prière s'échapper de sa bouche pendante, alors que l'immense jambe du géant se levait pour faire un nouveau pas. Boum! La maison se mit à trembler, les assiettes dansaient sur l'étagère et se brisaient en tombant. Une pipe en argile roula au-dessus de la cheminée et alla se fracasser au milieu des cendres du feu. Les deux amants reconnurent le bruit qui résonnait dans leur chair, ce tonnerre qui rugissait dans la terre.
Mike tendit une main vers Jude et le saisit à l'épaule. « Tu vois ?» dit-il. Ses dents gris-bleu dans la pénombre de la maison. « Tu vois ? Tu vois ?» Il y avait une certaine hystérie qui bouillonnait derrière ces paroles. Il courut jusqu'à la porte, trébuchant sur une chaise dans l'obscurité, jurant et frottant ses contusions. Il avança en titubant dans la nuit. Boum! Le tonnerre était assourdissant. Cette fois-ci, il brisa toutes les fenêtres de la maison. Dans la chambre, une des poutres craqua et des débris de plâtre se mirent à tomber. Jude rejoignit son amant sur le seuil. Le vieil homme était à présent face contre terre. Ses doigts malades et boursouflés étaient recroquevillés, ses lèvres tremblantes pressées contre le sol humide. Mike avait les yeux levés vers le haut, vers le ciel. Jude suivit son regard. Il y avait un endroit où les étoiles étaient éclipsées. C'était une zone de ténèbres de forme humaine, une silhouette d'homme large et immense, un colosse qui se dressait à l'assaut du ciel. Ce n'était pas tout à fait un géant parfait, ses contours n'étaient pas bien dessinés, il grouillait et frémissait. Il semblait également plus large, ce géant, que n'importe quel homme. Ses jambes étaient anormalement épaisses et courtaudes, et ses bras n'étaient guère longs. Ses mains, qui s'ouvraient et se refermaient sans cesse, avaient d'étranges articulations et semblaient bien trop délicates pour son torse. Puis, il leva un de ses pieds plats et démesurés et le reposa sur la terre, faisant un pas dans leur direction. Boum! Ce pas fit s'effondrer le toit de la maison. Tout ce qu'avait dit le voleur de voiture était vrai. Prépolac était une cité et un géant. Et cette cité était partie dans les collines. Leurs yeux s'habituaient à présent à la pénombre. Ils pouvaient voir chaque détail horrible de la structure de ce monstre. C'était un chef-d'œuvre d'ingéniosité humaine. Un homme entièrement formé d'hommes, ou plutôt un géant asexué, fait d'hommes, de femmes et d'enfants. Tous les citoyens de Prépolac se convulsaient et se cambraient dans le corps de ce géant façonné dans la chair, leurs muscles étirés à se rompre, leurs os prêts à se briser. Ils pouvaient voir à présent comment les architectes de Prépolac avaient subtilement altéré les proportions du corps humain, comment cette créature avait été rendue trapue pour abaisser son centre de gravité, comment ses jambes avaient été rendues éléphantines afin de pouvoir supporter le poids de son torse, comment sa tête était profondément enfoncée dans son cou, de façon à minimiser les problèmes qu'aurait pu causer un coup trop faible. En dépit de ces malformations, le géant paraissait horriblement vivant. Les corps qui étaient liés les uns aux autres pour former son enveloppe étaient nus et ne portaient que leur harnais, si bien que sa peau luisait sous les étoiles, comme celle d'un énorme torse humain. Même les muscles étaient bien reproduits, quoique de façon simplifiée. Il voyait comment les corps reliés les uns aux autres poussaient et tiraient, formant des cordages solides de muscles et d'os. Il voyait les citoyens entremêlés qui formaient l'ensemble du corps, leur dos courbé comme des bracelets de tortue pour dessiner le modelé des pectoraux, les acrobates noués et liés aux articulations des bras et des jambes, roulant et ondoyant pour assurer les mouvements de la cité. Mais le spectacle le plus étonnant était sans conteste le visage. Des joues façonnées de corps, des orbites caverneuses dans lesquelles des têtes les regardaient, groupées par 5 pour former chaque globe oculaire, un nez plat et épaté et une bouche qui s'ouvrait et se refermait en suivant les mouvements rythmés des mâchoires qui se creusaient et se crispaient. Et, issue de cette bouche bordée de dents faites d'enfants rasés, la voix du géant, qui n'était plus à présent que l'ombre de sa puissance passée, éructait la note solitaire d'une musique débile. Prépolac marchait, et Prépolac chantait. Y avait-il, en Europe, un spectacle qui fût l'égal de celui-ci? Ils le regardaient toujours, Mike et Jude, quand il fit un nouveau pas vers eux. Le vieil homme avait souillé son pantalon. Bafouillant et priant, il s'éloigna en rampant des ruines de sa maison pour se diriger vers les arbres tout proches, traînant ses jambes mortes derrière lui. Les 2 Anglais demeurèrent là où ils se trouvaient, observant le spectacle qui approchait. Ils ne ressentaient ni horreur, ni épouvante, rien qu'une terreur sacrée qui les clouait au sol. Ils savaient que c'était une vision qu'ils ne pourraient jamais espérer revoir. C'était le point culminant. Après cela, il n'y aurait plus que des expériences banales. Mieux valait alors rester. Bien qu'avec chaque pas s'approchât la mort, mieux valait rester et contempler cette vision tant qu'on pouvait encore la contempler. Et s'il venait à les tuer, ce monstre, alors au moins aurait-il entrevu un miracle, au moins aurait-il connu cette terrible majesté
durant un bref instant. Cela leur paraissait un échange équitable. Prépolac était à 2 pas de la maison. Il pouvait voir les complexités de sa structure avec toute la clarté nécessaire. Les visages de ses citoyens devenaient plus distincts, blancs, luisants de sueur et satisfaits dans leur épuisement. Certains pendaient à leur harnais, morts, les jambes oscillant comme celles d'un pendu. D'autres, les enfants en particulier, avaient cessé d'obéir à leurs instructions et avaient relâché leur position, si bien que la forme du corps était en train de dégénérer, commençait à bouillonner d'amas de cellules rebelles. Mais elle marchait toujours, et chaque pas représentait un effort incalculable de force et de coordination. Boum! Le pas qui écrasa la maison arriva plus tôt qu'il ne l'aurait cru. Mike vit la jambe se lever, aperçut les visages des citoyens placés dans le mollet, la cheville et le pied. Ils étaient aussi gros que le sien à présent. Tous les hommes robustes, choisis pour supporter tout le poids de cette grandiose création, beaucoup étaient morts. La plante du pied, vit-il, était un puzzle de corps écrasés et sanglants, pressés à mort par la masse de leurs concitoyens. Le pied descendit dans un rugissement. En quelques secondes, la maison fut réduite en une masse d'échardes et de poussière. Prépolac occultait complètement le ciel. Elle fut l'espace d'un instant le monde entier. Le ciel et la terre. Sa présence envahit les sens jusqu'à saturation. À une si faible distance, un seul regard ne suffisait pas pour l'envelopper. L'œil devait prendre du recul pour appréhender sa masse tout entière, et même s'il y parvenait, l'esprit refusait d'accepter cette vérité. Un fragment de pierre, projeté par la maison qui s'effondrait, vint frapper Jude en plein visage. Dans sa tête, il entendit le bruit de ce coup mortel, pareil à celui d'une balle rebondissant sur un mur. Une mort de cour de récréation. Aucune douleur, aucun remords. Soufflé comme une bougie minuscule et insignifiante, son cri d'agonie passa inaperçu dans les pandémoniums. Son corps fut avalé par la fumée et les ténèbres. Mike ne vit ni n'entendit Jude mourir. Il était trop fasciné par le spectacle du pied qui s'immobilisait un instant au milieu des ruines de la maison, tandis que l'autre jambe rassemblait ses forces afin de bouger. Mike saisit sa chance. Hurlant comme un damné, il se précipita vers la jambe, impatient d'étreindre le monstre. Il trébucha dans les décombres et se releva, couvert de sang, pour tendre une main vers le pied avant qu'il ne se soulève et ne l'abandonne. Il y eut une clameur de souffle agonisant lorsque l'ordre de bouger parvint au pied. Mike vit les muscles du mollet se contracter quand la jambe commença à se lever. Il fit un dernier bond vers le membre alors qu'il quittait le sol, saisissant un harnais ou une corde, ou des cheveux ou de la chair humaine, n'importe quoi pour attraper ce miracle et en faire partie. Mieux valait aller vers lui, où qu'il aille, servir ses buts, quels qu'ils soient, mieux valait vivre avec lui que mourir sans lui. Il attrapa le pied et trouva une prise solide sur sa cheville. Poussant un cri d'extase pure devant son succès, il sentit la jambe énorme se soulever et baissa les yeux afin de distinguer à travers un tourbillon de poussière l'endroit où il s'était tenu, lequel s'éloignait déjà à mesure que le membre s'élevait. La terre avait disparu sous ses pieds. Il faisait du stop sur un dieu. La vie banale qu'il avait vécue n'était désormais plus rien pour lui, ne serait plus jamais rien. Il vivrait avec cette chose, oui, il vivrait avec elle, ne ferait que la voir et la dévorer des yeux, jusqu'à en mourir d'étouffement. Il cria, hurla, et se balança sur les cordes, buvant à pleine bouche son triomphe. Loin, loin au-dessous, il aperçut le corps de Jude, pâle et gisant, recroquevillé sur le sol assombri, irrécupérable. L'amour, la vie et la raison avaient disparu comme le souvenir de son nom, de son sexe et de son ambition. Tout cela ne signifiait rien, rien du tout. Boum, boum. Prépolac marchait, et le bruit de ses pas s'éloignait vers l'est. Prépolac marchait, et le bourdonnement de sa voix se perdait dans la nuit. Une journée plus tard, les oiseaux vinrent, les renards vinrent, les mouches, les papillons et les guêpes vinrent. Jude bougeait, Jude s'étirait. Jude donnait la vie. Au creux de son ventre, les asticots se réchauffaient. Dans la tanière d'une renarde, on se disputait la chair tendre de sa cuisse. Après, tout fut rapide. Ses os jaunirent, ses os s'effritèrent,
Bientôt, un espace vide qu'il avait jadis peuplé de son souffle et de ses opinions. Ténèbres, lumière, ténèbres, lumière. Il n'interrompit plus leur flot de son nom.